Bonjour tout le monde, bienvenue à cette quatrième édition du podcast Solidaire. Mais juste avant, j'aimerais faire une petite mise à jour sur le projet en tant que tel. Chaque semaine, désormais, le podcast sera préenregistré et on le diffusera à chaque jeudi à 19h30. On l'enregistrera, il y aura du montage, donc la qualité sera augmentée. En effet, on a une nouvelle personne qui s'est ajoutée à notre équipe et qui nous aide beaucoup au niveau de la technique. D'ailleurs, j'aimerais la remercier pour son travail. C'est lui qui fait le montage. Puis je pense qu'on monte d'une bonne coche par rapport aux dernières éditions grâce à son aide. Si vous êtes un candidat et que vous aimeriez venir discuter avec nous, eh bien, sachez que vous êtes la bienvenue et qu'il nous reste 4 podcasts avant le 1er octobre. L'enregistrement peut désormais s'effectuer à des heures plus flexibles, alors ça peut être assez intéressant. Donc, cette semaine, on est en compagnie de Milan Bernard, le candidat solidaire dans Gatineau. Bonjour Milan. Bonjour Jérémy, ça va bien? Ça va très bien. Toi? Ah oui, moi ça va très bien. Premier vrai sujet, début de campagne pour Québec solidaire. Je crois que le parti se démarque. On a fait des propositions qui tranchent réellement avec celles des autres partis ces derniers jours. Et je crois sérieusement qu'il y aura éventuellement un effet solidaire pendant la campagne, que ce soit après le débat des chefs ou après d'autres événements. Tu parlais d'un effet solidaire. Eh bien, moi, je te le dis, on le sent déjà, l'effet solidaire. Tout à fait. Honnêtement, sur le terrain, moi, je suis dans Bonaventure. Il y a une différence. Par rapport aux campagnes précédentes, on a demandé à des personnes qui étaient allées avant. Moi, je viens tout juste d'arriver. Puis, il y a effectivement quelque chose de différent cette fois-ci. Toi, je ne sais pas comment tu vis ça dans Gatineau. Est-ce que c'est quand tu rencontres les gens, les médias? Ben, en fait, c'est vraiment là, quand on fait du porte-à-porte ou on rencontre les gens dans différents événements, on sent qu'il y a beaucoup de curiosité. Les gens, ils cherchent vraiment plutôt une alternative. Je pense que les choix sont pas nécessairement les mêmes que dans les élections passées. Donc, pour ce qui est de Québec solidaire, on est rendu que nos propositions sont considérées comme sérieuses. Le parti est considéré comme sérieux. Et puis, ben, les gens sont plus ouverts et très curieux face à nos propositions. Par rapport aux campagnes précédentes, on voit que le parti essaie d'être un peu plus pragmatique, mais en restant environ à la même place sur l'échiquier politique. On donne des propositions qui sont beaucoup plus concrètes, mieux détaillées, sur lesquelles les gens accrochent, comme l'assurance dentaire, comme le plan d'interdire les voitures à essence d'ici 2030, comme la gratuité scolaire, etc., etc. Le tout très bien chiffré. Donc, oui, on monte en crédibilité et ça paraît sur le terrain. Comme tu dis, je pourrais pas mieux dire parce que on monte en crédibilité, on met sur la table des propositions qui sont intéressantes, mais on continue à défendre notre projet de société. Donc, le projet de société de Québec solidaire, il se décline dans plusieurs domaines, il se décline à travers plusieurs choses, dont ces propositions. Donc, on n'est pas vraiment dans une logique différente, c'est juste que la manière dont on fait la campagne et puis l'expérience qu'on a gagnée et puis les nouvelles personnes. Moi, j'étais pas au parti lors des dernières élections. Ça fait en sorte que maintenant, il y a différentes personnes, c'est diversifié et on sent qu'il y a une nouvelle énergie là, pour Québec solidaire. Avant de poursuivre notre discussion, j'aimerais ça qu'on se place un peu par rapport à ta candidature. Alors, j'aimerais que tu expliques brièvement t'es qui, premièrement, et ensuite peut-être présenter ton parcours, puis les enjeux qui sont importants dans ta circonscription pour qu'on puisse garder ça en tête tout au long de notre discussion. En fait, moi, comment dire, je me suis impliqué depuis déjà un bon nombre d'années dans le mouvement social pour différents enjeux politiques et j'ai fait mes études d'ailleurs à l'Université de Montréal en études internationales et puis ensuite à Toronto en théorie politique. Donc, un background autant universitaire que pratique sur la politique. Et puis, là, quand ça a été le temps d'arriver il y a quelques mois, je sentais qu'il fallait que je fasse plus. Je voulais m'impliquer pour la prochaine élection. Je voulais pas rester sur les lignes de côté. Et puis maintenant que je travaille dans la région de l'Outaouais, je suis très, 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 très fier de pouvoir porter les couleurs de Québec solidaire. Et puis Gatineau, eh bien, pour ceux qui sont pas nécessairement de la région, Gatineau, c'est une circonscription que je disais avant très large, mais que les gens m'ont corrigé, m'ont dit que c'est une circonscription très longue. Elle débute au nord de la ville de Gatineau, dans l'ancienne ville de Gatineau avant les fusions. Elle continue vers les municipalités de Chelsea et de Cantley, et de là jusqu'à Maniwaki. Ensuite, de Maniwaki, elle continue, passer Grand Remous. Donc, c'est vraiment une circonscription qui est très longue et qui est très diversifiée parce qu'on parle d'un milieu plutôt urbain au sud et ensuite d'un milieu plutôt rural avec différentes réalités.
des gens qui travaillent beaucoup pour des services gouvernementaux, mais aussi dans des industries de services, mais aussi l'industrie forestière. Donc, c'est une circonscription qui est très diversifiée et puis qui est très inspirante quant à moi. Là, pour moi, c'est vraiment là, non seulement les gens sont très inspirants, mais on a beaucoup de créativité, on a beaucoup de, il y a justement des enjeux qui continuent de nous inspirer là, au fil de la campagne. Toi, tu as dit que tu as évolué dans le milieu universitaire, c'est bien ça? J'ai fini mes études universitaires il y a maintenant 3 ans. Précédemment, j'ai été directeur de campagne pour Pierre Serré lors de sa candidature pour la chefferie du Parti québécois. Et puis ensuite, pour différentes raisons, je me suis un peu et j'étais un peu en retrait de la politique. Et puis, j'ai fait différentes expériences professionnelles. J'ai travaillé dans le milieu médiatique comme recherchiste. Et puis, juste avant d'obtenir mon emploi actuel, où je travaille dans le milieu de la solidarité internationale, où j'ai beaucoup appris. C'est des expériences qui me servent à tous les jours, en fait. Tu disais que tu t'es impliqué dans la course à la chefferie du Parti québécois pour Pierre Serré. Si on peut bien comprendre, tu étais plutôt péquiste il y a quelques années et là, tu as effectué un changement de cap pour venir à Québec solidaire ou comment ça s'est déroulé tout ça? En fait, moi, je faisais partie, comment dire, de l'aile gauche du Parti québécois. Dès les élections de 2012, j'étais un fier électeur du Parti québécois. Ensuite, je me suis impliqué aux côtés de Pierre Serré, qui représentait, selon moi, cette vision-là très progressiste au sein du Parti québécois et qui défendait justement les services publics, un projet de société, une vision inclusive de la souveraineté du Québec et surtout une vision, comment dire, institutionnelle du projet de souveraineté. C'est-à-dire que on parle des acquis et des batailles qu'on a menées depuis la Révolution tranquille et puis qui mènent vers cet objectif pour un Québec souverain. Donc, c'est vraiment à ses côtés que j'ai évolué en politique, mais même au cours de cette course à la chefferie, j'ai senti que le Parti québécois ne représentait plus nécessairement l'option d'avenir pour défendre ses idées. Et puis, on nous le disait même au sein du Parti québécois, votre place est peut-être plus à Québec solidaire. Je me disais, peut-être. C'est une belle façon quand même d'accueillir des gens d'un parti que de dire que votre place est ailleurs, non? Eh ben, en fait, c'est comme ça qu'on s'est senti. Je parle pas nécessairement pour toute l'équipe, mais j'imagine qu'on était quelques-uns qui étaient comme ça. Et puis, dans les années qui ont suivi, comme je disais, j'ai pris un peu de distance, toujours garder un intérêt. Et puis, je m'étais impliqué pour différents enjeux, continuant de m'impliquer pour des enjeux socio-économiques et politiques. Je dirais qu'à mon retour de Toronto après mes études, Québec solidaire avait fait la célébration de son 10e anniversaire. Il avait fait un grand événement. Et puis, je pense que ça a été la bougie d'allumage de mon implication chez Québec solidaire parce que j'ai vu que le véhicule que je cherchais existait. J'ai repris confiance et j'ai repris plaisir à la politique. Et puis, c'est vraiment là, à partir de ce moment-là que j'ai voulu m'impliquer, ce qui a mené à cette candidature-là pour les élections. Qu'est-ce que tu penses de la fusion ratée entre le Parti québécois et Québec solidaire? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que ces deux partis-là n'ont pas fusionné et pour quelles raisons? En fait, le projet qui était sur la table, c'était une alliance électorale qui a été étudiée justement par les militants de Québec solidaire. Je pense que je veux dire, il y avait un appétit dans la population pour une certaine cohésion des forces progressistes et souverainistes. Mais on voit dans différents exemples à travers le monde, on voit dans différents exemples historiques que c'est difficile d'entrer dans des rapports de force à travers des structures de la sorte. Je m'explique. Québec solidaire, 3 députés, le Parti québécois aux alentours de 30. Dans les intentions de vote, le Parti québécois et Québec solidaire, le Parti québécois était plus en avance que maintenant. De mettre le destin de Québec solidaire, le destin d'un mouvement naissant, qui est assez récent encore, entre les mains d'un autre parti, je pense que c'était plutôt risqué. J'ai compris la décision des militants de Québec solidaire. Est-ce que c'est un non catégorique à jamais? Je ne crois pas.
Mais il y a des différences, en fait, entre le Parti québécois et Québec solidaire. S'il n'y avait pas de différence marquée, il n'y aurait pas eu de différents partis. On parle souvent, et je crois qu'il faut faire attention, on parle souvent de Québec solidaire comme une genre d'excroissance du Parti québécois. Mais non, c'est un parti qui est né du mouvement social, qui est né de différents partis politiques et mouvements qui existaient avant, dont l'Union des forces progressistes, dont Option citoyenne. Le seul lien, finalement, avec le Parti québécois, eh bien, c'est une partie de l'électorat. C'est une vision progressiste et souverainiste. Mais en fait, il faut respecter la diversité politique. C'est difficile de faire des alliances électorales aussi, alors que au sein des militants, il y a aussi comment dire, un barrage. Il n'est pas nécessairement là chez les électeurs. Les électeurs sont libres aussi de considérer le parti qui les représente le mieux. Mais chez les militants, on voit qu'il y a vraiment une rupture entre le Parti québécois et Québec solidaire. Donc, ça aurait été probablement difficile à concilier dans le contexte d'une alliance. La question de la fusion ratée de Québec solidaire et du Parti québécois a créé beaucoup d'émoi chez certains militants des deux partis. Je pense qu'on n'a pas fait le tour du sujet parce qu'on aurait pour des heures en discuter, mais certainement, il y a un point de vue là qui est exprimé qui est très intéressant. Maintenant, j'aimerais parler un peu plus d'un autre sujet qui touche directement la campagne électorale. C'est le dévoilement du cadre financier de Québec solidaire en début de semaine, donc lundi. À ce sujet, j'aimerais qu'on écoute un petit extrait vidéo. À Québec solidaire, notre cadre financier sera équilibré. Il ne comportera aucun déficit au cours du prochain mandat. Comment est-ce qu'on va payer ça? C'est pas compliqué. On va ajouter un total de 12 milliards 900 millions dans les coffres du gouvernement québécois. De l'argent neuf et des économies. Comptez sur moi, chaque dollar qu'on va aller chercher sera dépensé pour améliorer la vie du monde ordinaire. Je vais être clair avec le peuple québécois, vous faites déjà votre part. Alors, on a entendu la vidéo. C'est pratiquement une mini-révolution qui nous est proposée à ce niveau-là. Milan, qu'est-ce que tu auras à répondre à ces personnes-là qui disent que Québec solidaire ne pourrait pas aller chercher ces revenus supplémentaires-là? Est-ce qu'on risque pas un exode des plus fortunés, des entreprises, par exemple? Est-ce qu'on est capable de réouvrir l'entente sur les médecins spécialistes? La parole est à toi. D'abord, en écoutant la vidéo, alors qu'il était en direct, je l'écoutais sur Facebook, et puis je voyais les commentaires défiler, et puis il y a quelqu'un qui disait « J'ai jamais entendu parler de fiscalité avec autant de plaisir. » Parce que d'habitude, quand on parle de mesures fiscales, quand on parle de plan économique, quand on parle de déficit ou de surplus budgétaire, les masses ne courent pas et puis c'est pas très excitant. Alors qu'on entendait Simon Tremblay-Pépin et puis Vincent Marissal en compagnie de Manon Massé, je veux dire, on voyait qu'il y avait des propositions innovantes et puis ça, vraiment, c'était autant, je veux dire, autant dans la forme que dans le fond, c'était une façon, là, je veux dire, de dire, nous, on est différents. Nous, on arrive avec des propositions audacieuses, sérieuses, qui vont faire une différence. Juste sur la question de Pharma Québec, c'est une proposition qui est maintenant, je veux dire, on nous parle quasiment comme si c'était du réchauffé. Ça reste une proposition tellement importante. Ça fait quelques élections maintenant qu'on en parle à Québec solidaire, mais je veux dire, c'est l'argent qu'on pourrait aller chercher en instaurant Pharma Québec, ça serait révolutionnaire. De plus, ce qui était peut-être l'enjeu un peu plus controversé, mais qui, selon moi, fait beaucoup de sens, c'est les paliers d'imposition. D'abord, on n'y va pas aussi loin que certaines propositions qui ont été faites à travers le monde. On reste dans un cadre qui est assez solide. Et puis, j'écoutais le vidéo et la proposition qui résulterait en baisse d'impôts effective pour une grande partie de la population. Donc, c'est vraiment des mesures, une série de mesures
qui font en sorte que les propositions qui ont déjà été avancées par Québec solidaire et qui continueront d'être avancées au cours de la campagne électorale se basent sur un plan chiffré et non pas, donc, on a la réputation d'être des pelleteux de nuages. Eh bien là, les nuages, eh bien, ils sont bien pesés et on sait exactement combien ils vont nous rapporter. En écoutant les commentaires de certains dans les médias, en écoutant une entrevue d'ailleurs de Simon Tremblay-Pépin à une radio à Québec, on voyait qu'on commence à déstabiliser nos adversaires sur l'échiquier politique parce que les arguments ne tiennent plus la route. Maintenant, on a on a l'autorité des études, on est capable d'avoir un bagage pour justifier nos mesures. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un changement progressif dans la façon dont les gens réagissent et puis s'en prennent aux propositions de Québec solidaire, qui est tout à notre avantage. Effectivement, c'est quand même une réorganisation assez importante qui s'effectuerait et c'est assez pour déstabiliser nos adversaires. C'est probablement la première fois depuis 1981, alors ça fait quand même assez longtemps qu'on regarde comment augmenter nos revenus au lieu de les diminuer. Alors, beaucoup de gouvernements, lorsqu'ils étaient pris avec des problèmes de déficit, avaient comme réflexe de couper dans les services offerts à la population ou dans les différentes missions de l'État plutôt qu'à aller chercher des nouveaux revenus. Alors, l'approche change, c'est quand même assez novateur, il faut l'avouer. C'est novateur, mais en fait, c'est une vision qu'on renverse ou du moins qu'on remplace. C'est l'idée que l'activité, que l'engagement de l'État envers les services publics est une source de revenus. En fait, c'est l'inverse de ce qu'on pense, c'est que la charge de l'État est elle-même génératrice de revenus par l'innovation, par l'instauration de programmes et de services publics particuliers. Alors, si tu me permets, on va sauter au prochain bloc qui est celle des propositions qui ont été faites pendant la campagne électorale jusqu'à présent, donc autant du côté de Québec solidaire que des trois autres principaux partis. Alors, Milan, toi, ton rôle, ça va être de nous dire pourquoi Québec solidaire a le meilleur projet de société par rapport à ce que les autres offrent. Est-ce que tu es prêt? Ah oui, comme disait un grand politicien, pas si grand que ça, je suis prêt. On va éliminer l'attente une fois pour toutes. On vous a entendu, je suis prêt. C'était en 2003, donc un grand homme que le Québec a connu, Jean Charest. C'est pourquoi on va commencer avec le Parti libéral. Alors, du côté du PLQ, on offre de couvrir les soins dentaires chez les moins de 17 ans et chez les aînés. C'est une proposition qui avait été faite par M. Charest en 2012, étant donné que Québec solidaire a proposé une assurance dentaire publique et universelle. Du côté du Parti libéral, on s'est dit qu'il fallait remettre de l'avant ce genre de choses. Aussi, on veut offrir une deuxième carte d'assurance maladie aux enfants de couples séparés pour que les parents n'aient pas à courir après une carte d'assurance maladie quand l'enfant est malade. Et aussi, on a parlé de pénurie de main-d'œuvre et d'investir 4 milliards sur 10 ans en éducation. Qu'est-ce que tu penses de la campagne du Parti libéral jusqu'à présent? C'est dur de réagir parce que je pense qu'au Parti libéral, on est en mode panique. La phrase là, que j'ai utilisée sur les réseaux sociaux face à leur proposition pour l'assurance dentaire, c'est « Méfiez-vous des imitations » parce que la proposition de QS, c'est une proposition globale qui fait en sorte de couvrir l'ensemble des coûts reliés aux soins dentaires pour l'ensemble de la population. Les coûts à concurrence de 80 %. Ce qu'on nous donne au Parti libéral, c'est une version édulcorée. Donc, on essaie de jouer parce que, je ne sais pas si tu te rappelles, Jérémy, il y a eu un sondage qui a été fait dans les dernières, en fait, qui date maintenant je dirais, du milieu de l'été, où on nous disait que la proposition d'assurance dentaire avancée par Québec solidaire récoltait, je crois, 76 % d'appui chez les électeurs du Québec. Donc, les libéraux se sont dit, oui, nous autres, comment faire pour jouer sur cette vague-là? Bon, on a sorti des boules à mythes, quelque chose qu'on avait pu faire durant les 15 dernières années et qu'on n'a pas fait. Les gens n'y verront que du feu. Eh bien,
Je pense que c'est tombé à l'eau. Les gens ont déjà associé cette proposition-là à Québec solidaire et voient l'avantage de la proposition de Québec solidaire sur celle des libéraux. Pour ce qui est des investissements là, en éducation, je trouve qu'il y a quelque chose de vulgaire de la part du Parti libéral de s'engager à investir en éducation. Vraiment vulgaire. Parce qu'après avoir coupé l'équivalent d'1 milliard de dollars et après avoir forcé les élèves et le personnel des écoles à travers le Québec à vivre des années incroyablement difficiles, là, on nous ferait croire qu'il y a de l'argent et puis que ça va aller mieux si le gouvernement libéral est au pouvoir. Les gens, ils tombent plus dans le panneau. Après avoir vécu ces coupes-là, cette génération va être marquée. Il faut prendre la population au sérieux. Et puis, je pense que c'est pas ce que le Parti libéral est en train de faire. Certaines personnes parlent déjà de génération perdue, alors c'est pour illustrer à quel point les coupes de ces dernières années ont fait mal. Ce que certains commentateurs politiques disaient, c'est que c'était peut-être pas nécessairement la faute du Parti libéral pour tout ce qui est arrivé récemment en éducation. C'était pas leur faute que le système est aussi délabré qu'en ce moment et que les précédents gouvernements aussi ont mis de côté les investissements en éducation. Qu'aurais-tu à répondre à ce niveau-là? Est-ce que c'est les libéraux les vrais responsables? C'est sûr qu'il y a une responsabilité des différents gouvernements qui se sont succédés, mais je vais dire une affaire, Jérémy, si tu me permets. J'ai 25 ans. De 2003 à 2012, et là, il y a eu un intermède d'un gouvernement minoritaire, je veux dire, dont le legs aura été un débat sur la charte des valeurs ou la charte de la laïcité. Et puis, cet intermède-là s'est refermé. Il y a un autre gouvernement libéral encore plus, avec des mesures encore plus violentes qui s'est installé. Donc, pendant la majorité de ma vie, les libéraux ont été au pouvoir. De blâmer des gouvernements avant, peu importe les torts qu'ils ont eus, c'est un peu poussé. Dans le sens que en éducation, je veux dire, c'est un effort constant. Il faut, c'est une vision, c'est une vision large qu'il faut adopter. À Québec solidaire, on parle de gratuité scolaire, c'est comment dire, c'est le vaisseau amiral des propositions de Québec solidaire, la gratuité scolaire. Mais on parle aussi, ça c'est quelque chose qui est très important dans ma circonscription, de revaloriser les écoles de proximité. Donc, les écoles de village, les écoles de quartier dans les milieux urbains, au lieu de forcer les gens à s'exiler ou à parcourir de nombreux kilomètres pour aller dans des écoles qui ne cessent de grossir, mais qui ne répondent pas aux besoins de la population. Si on regarde maintenant les propositions des autres partis cette semaine, du côté du Parti québécois, on a parlé de mesures pour faciliter la vie des familles. Pas essayer de reprendre non plus le slogan du Parti libéral, mais on propose par exemple des lunchs gratuits à l'école, donc pour les enfants du primaire, même si à 70% des enfants au primaire qui ont déjà accès à des services de repas chaud, donc on veut mettre ça à 100%. On veut aussi offrir un livre par année aux enfants du primaire et aussi on veut une politique culturelle en général, je pense un passeport culturel pour les élèves du secondaire. On veut aussi bonifier le congé de paternité et d'autres petites mesures de ce style-là. Jusqu'à présent, est-ce que le Parti québécois a réussi à proposer des mesures qui vont faire retourner la vapeur pour lui? On est en campagne électorale. Je pense que le Parti québécois ne l'a pas réalisé encore. C'est des mesures à la petite semaine. Le slogan du Parti québécois, c'est « sérieusement ». Ça manque de sérieux. On parlait précédemment là, de l'état grave, mais vraiment l'état grave de notre système d'éducation. En fait, dans les dernières années, on a abandonné les acquis de la Révolution tranquille. On a abandonné cette vision où on voyait l'éducation comme vecteur de croissance, comme vecteur d'émancipation pour les Québécois. On a continué cette vision-là avec des propositions qui, je dis pas qu'elles sont mauvaises, mais qui manquent d'envergure. À Québec solidaire, on propose la gratuité scolaire effective, réelle, peu importe le synonyme, la gratuité scolaire. Okay? On propose de mettre fin au financement des écoles privées et de remettre l'argent dans notre système public. Et je veux dire, pendant des années, le Québec était un modèle que les différents gouvernements en Amérique du Nord suivaient.
Et là, maintenant, on se dit, finalement, l'Ontario a un système d'éducation qui fonctionne mieux que le nôtre. Là, on est en mode rattrapage. Il faut terminer ce rattrapage-là et puis, plus en plus, aller vers de nouvelles conquêtes sociales. Est-ce que la proposition de Québec solidaire d'abolir le financement public des écoles privées est une bonne chose ou qu'au contraire, ça risque de faire exploser le nombre d'élèves dans le système public et de créer une sorte de surplus d'élèves dans le réseau? Quand j'ai entendu la proposition dans les médias, j'étais un peu sceptique. Je m'étais dit, ouais, c'est une proposition qui certes, je veux dire, est vertueuse, mais est-ce qu'elle est réaliste? Et puis, en me penchant sur le sujet, en regardant la documentation, en regardant ce qui avait été fait par l'équipe de recherche à Québec solidaire, je me suis dit, ah, OK, le plan est sérieux. En fait, quand on parle d'abolir le financement public des écoles privées, il y a trois aspects à prendre en compte. Jamais, mais jamais, on ne reprochera aux parents d'avoir à cœur l'éducation de leurs enfants. Est-ce que l'école privée est un meilleur système éducatif que l'école publique? Je ne crois pas. Je pense qu'on a un très bon système public. Par contre, il faut le revaloriser parce qu'on voit que les taux de décrochage qui sont complètement ridicules, les écoles ils ont un gros manque en infrastructure. Il faut un réel plan là, pour redynamiser les écoles. Quand on parle de ça, le plan de Québec solidaire, c'est de manière progressive pendant le premier mandat, de transformer, d'offrir un choix finalement aux écoles privées actuelles, de leur dire, vous pouvez intégrer le système public ou vous pouvez rester privé. Mais la plupart de ces institutions d'enseignement-là seront donc soumises à ce choix-là. Et on pense qu'il y en a un bon nombre d'entre elles qui vont décider d'aller au public car ce n'est pas toutes les régions, ce n'est pas toutes les écoles qui pourront offrir à des coûts très élevés et puis garder finalement des classes à un nombre finalement assez élevé. Dans un contexte où l'éducation coûterait, je ne sais pas moi, 30 quelques mille dollars. Donc, finalement, ce ne serait pas nécessairement d'un coup d'envoyer un contingent massif d'élèves au public, mais bien de transformer le système vers un système qui est de prédominance publique. Cette fois-ci, on va se tourner vers la CAQ. De leur côté, on reprend partiellement une promesse qui date de 2014 et on propose donc de couper 5000 postes dans la fonction publique par attrition. Donc, on retirait ces postes-là de la fonction publique avec les personnes qui vont à la retraite et on les remplacerait pas. C'est ça le plan. Par le passé, la Coalition Avenir Québec a suggéré de couper 20 000 postes, mais bon, on a décidé de un peu ralentir la pression sur le gaz. Aussi, on a suggéré de remplacer les CHSLD par des maisons d'aînés, donc il y aurait des investissements qui seraient faits dans ce genre d'infrastructure, qui seraient gérés à la fois par le public et par le privé. Qu'est-ce que tu aurais à dire? Allons-y dans l'ordre. Juste l'équipe économique, quelque chose d'assez comique. Finalement, ce serait presque l'ensemble du parti. Tant mieux. Je veux dire, si c'est une bonne équipe économique, ah bon. Nous autres aussi, on a une bonne équipe économique. Chacun des candidats a des propositions qui sont dans une optique économique. Je ne comprenais pas trop cette annonce-là de la Coalition Avenir Québec sur cette équipe économique. Ah bon. Deuxièmement, sur leur proposition de s'embrer dans les postes de la fonction publique, eh bien, exactement, tu parlais de cette proposition de couper 20 000 qui a descendu à 5 000. Est-ce que cela a un lien avec la performance actuelle de la Coalition Avenir Québec dans certaines circonscriptions dans la région de la capitale nationale? Peut-être. Peut-être que 20 000, ça aurait fait un peu plus peur. Moi, je trouve qu'on est encore dans cette logique là de démoniser la fonction publique. Je veux dire, c'est un peu tout le monde prend le blâme et puis on a l'impression de vivre dans un monde de légendes urbaines. Le plan de Québec solidaire face à la fonction publique est quelque chose qui est concret. Nous autres, on parle d'améliorer sa représentation pour qu'elle soit plus représentative du Québec d'aujourd'hui. Je pense que c'est une proposition qui est beaucoup plus réaliste et qui est beaucoup plus nécessaire. Je veux dire, il en faut des gens de la fonction publique. Je veux dire, il faut déboulonner les mythes sur la gestion du gouvernement. C'est complètement ridicule de continuer à
à faire, là, je vais utiliser un anglicisme, là, du public servant bashing, parce que c'est exactement ce que la Coalition Avenir Québec s'évertue à faire. En ce qui concerne, par exemple, les maisons des aînés, est-ce que c'est une bonne idée de confier certaines d'entre elles au privé ou au contraire, c'est un réseau qui devrait être géré entièrement par l'État? C'est une proposition qui manque d'envergure. Nous, on propose de faire dans un autre domaine. On propose de faire une révolution sur l'énergie en disant il faut faire une transition énergétique pour le bien de notre environnement et puis avoir un nouveau modèle économique plus respectueux de l'environnement. On dit à partir de 2030, ça va être des voitures électriques, il n'y aura plus de voitures à essence. Et puis les gens disent Québec solidaire, une bande de radicaux. Et puis, la Coalition Avenir Québec, pendant ce temps-là, dit nous autres, ça va être super bientôt là, qu'on va faire nos changements. Là. CHSLD vont être transformés d'ici 2032. Aïe aïe! Je veux dire, on voit la dichotomie. Encore une fois, ça manque de sérieux. Je ne vois pas la pertinence de confier ça au privé, si ce n'est que de continuer dans une idéologie où le privé serait, de par nature, plus efficace. Alors que on l'a vu dans l'héritage justement des gouvernements de Jean Charest, de Philippe Couillard, qui a été donné en partenariat public-privé. C'est pas des success stories. Là. On parle plus des problèmes, de ce qui va pas avec ce partenariat-là. Parce que le système à la base de partenariat public-privé est opposé à une conception, comment dire, redistributrice des services publics. Parce qu'on ne pense pas au bien du citoyen, on pense dans une logique de profit. Quand on parle de nos aînés, on ne devrait pas penser à une logique de profit, on devrait penser à une logique de dignité. Parlons de nous, parlons de Québec solidaire. Jusqu'à présent, le parti a plutôt martelé des propositions qui étaient déjà bien connues, qui avaient été martelées en pré-campagne, comme l'assurance dentaire, la gratuité scolaire également. On a aussi ajouté un plan pour interdire les véhicules à essence d'ici 2030. Ça a fait sourciller certaines personnes. La plupart des autres chefs de parti ont qualifié cette idée-là de peu réaliste et même ont accusé Québec solidaire de vouloir taxer les automobilistes. Par exemple, moi, j'habite en région. Est-ce que quelqu'un aurait raison de dire qu'on veut taxer les automobilistes qui se rendent au travail avec la voiture à essence et qui ne peuvent pas faire de longue distance avec une voiture électrique? En fait, le plan de Québec solidaire prend en considération les réalités pratiques et les réalités du territoire québécois. On considère que c'est sûr que les régions urbaines, qu'on parle dans mon comté, mettons, à Gatineau, que ce soit à Montréal, à Québec, ou à Rimouski, à Sherbrooke, c'est des pôles où c'est plus facile d'avoir accès à une voiture électrique. Et les questions de distance ne sont pas un problème quand tu es à Montréal ou quand tu es à Gatineau ou quand tu es à Rimouski, quand tu restes à Rimouski. Alors que si tu t'en vas plus en région, je dirais moi dans mon comté à Maniwaki, la voiture, tu l'utilises. Je veux dire, tu l'utilises pour aller à l'épicerie, tu l'utilises pour aller voir les amis à Blue Sea, tu l'utilises pour aller au marché, si tu veux descendre. Il y en a beaucoup qui l'utilisent pour aller au travail, beaucoup au sud. Nous, dans notre projet, on dit ces gens-là n'auront pas à payer le malus. Les réalités du territoire seront prises en considération. La même chose pour les gens qui ont une famille nombreuse. Ça sera pris en considération dans le plan. Parce que le but, c'est pas de pénaliser les gens. Le but, c'est de réussir une transition économique pour le bien de notre environnement et aussi pour le bien des gens. Parce que passer du temps prolongé dans les bouchons de circulation, ça a des effets néfastes sur la santé comparables à du surmenage. Cette proposition-là est seulement un aspect du plan de transition qui va être décliné par Québec solidaire là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et qui va justement là, avoir de nombreuses propositions par rapport à notre vision de l'économie et de l'environnement. Quel genre de mesures, à ton avis, pourraient figurer dans un tel plan? Est-ce qu'on t'a donné un avant-goût ou pas encore? En fait, qu'est-ce que je peux dire sur le plan de transition? C'est que au lieu d'être seulement une série de mesures de Québec solidaire en environnement, c'est aussi ce qui va être nos propositions en matière d'économie. En fait, on ne voit pas la différence entre l'économie et puis l'environnement. Il faudrait arrêter de voir des dichotomies entre des enjeux aussi transversaux que celui de l'environnement. Donc, morale de cette histoire, le plan de transition énergétique de Québec solidaire, ça va être quelque chose de solide et on attend l'aval du Politburo pour avoir des réponses à nos questions. C'est bien ça? Exactement, mon cher camarade.
Excellent. Donc, camarade de Milan, moi, je te souhaite une excellente chance pour ta campagne électorale dans Gatineau. Merci beaucoup. Je ne sais pas c'était quoi l'objectif fixé par ton équipe. Peut-être aimerais-tu gagner Gatineau, augmenter le score, faire connaître le parti. En fait, c'est toutes ces réponses. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast cette semaine. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir et puis c'est une grande occasion de pouvoir décliner les thèmes qu'on n'a pas nécessairement le temps de décliner dans les médias. Milan Bernard, candidat de Québec solidaire dans Gatineau, merci. Merci à toi, Jérémy, et à la prochaine. Nous, on va se laisser sur des images de la campagne visuelle, assez éclatée, on doit dire, de Québec solidaire. Donc, les affiches et les pancartes qui ont été dévoilées la semaine dernière. On se laisse là-dessus. À la semaine prochaine.